de l'auteur que nous allons recevoir dans un instant, c'est Anne-Sophie Monglon. Anne-Sophie Monglon, c'est son premier roman, et pourtant il y a longtemps qu'elle travaille dans le domaine littéraire. Elle a été lectrice pour Gallimard, elle a été surtout coach littéraire pendant plusieurs années. Et voici qu'elle passe de l'autre côté de la barrière avec ce livre qui paraît au Mercure de France. Elle s'appelle Bérénice Barbaret Duchamp, BBD, comme Belle au bois dormant. Allusion à ce titre, à une fille au bois dormant. Bérénice a une trentaine d'années, elle revient d'un congé de maternité et elle revient dans cette grande boîte de com parisienne qu'elle a délaissée pour quelques semaines, espérant, bien entendu, y retrouver la place qu'elle occupait avant. Mais elle se rend compte assez rapidement que cette place, elle va avoir du mal à la récupérer. Pourquoi? Pas seulement parce qu'elle est partie pendant son congé de maternité, mais peut-être parce qu'auparavant, elle n'avait pas posé les marques qu'il fallait. Vous aviez l'air déjà en pleine discussion sur le livre, ou c'était autre chose dont vous parliez? Non, c'était autre chose. Ah, d'accord. On va parler de votre livre, vous voulez bien. Première chose, quand on a un premier roman, on traque toujours le côté autobiographique. Et on se dit, c'est quelqu'un qui raconte sa vie. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a d'autobiographique dans ce livre, mais ce qui est sûr, c'est que le personnage est totalement crédible. Donc, est-ce que c'est une prouesse littéraire ou est-ce que c'est un masque qui a été posé sur du jeu? En fait, alors c'est pas un texte autobiographique, hein, au sens où vraiment c'est pas mon histoire. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression que ça s'apparentait peut-être un peu à un jeu d'acteur finalement, que on a des possibles en nous de personnages finalement, ce que Kundera peut appeler des égos expérimentaux, et que finalement on investit un de ces possibles, un peu comme un acteur, je pense. Et... Un avatar? Oui, voilà, oui, il y a quelque chose de ça. Oui, moi j'avais justement par rapport à ça une question par rapport au je et au tu qui m'a très fort troublée, parce que Bérénice parle d'elle en disant tu, et puis par moments il y a quelqu'un qui dit et je. Et tu te souviens, ou tu ne te rappelles pas, je vais te le rappeler. Je voulais savoir, pourquoi vous avez joué sur ces modes-là. C'est un texte sur la présence, c'est ça que j'interroge, ce que c'est que d'être présent au monde. Oui. Et c'est un personnage qui effectivement est pas tout à fait présent à sa vie pendant une grande partie du texte. Donc je ne pouvais pas prendre le jeu. Ça, c'était une première chose. Et la troisième personne nous mettait très à distance d'elle. Et comme c'est un personnage qui est assez en creux, j'avais pas envie qu'on la regarde de haut, j'avais pas envie qu'on soit trop loin d'elle. Donc c'est vrai que la deuxième personne me permettait cette proximité. Finalement, dans ce cas, allier vraiment les qualités de la première et de la troisième. Donc ça s'est vraiment fait comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un petit sous-thème du coaching et tout ça. Donc là, pour le coup... et du coup, le tu a un peu... la narratrice ou le narrateur a un peu cette fonction quand même, de temps en temps, de coacher le personnage. Donc voilà. Alors, vous avez une écriture qui est extrêmement précise. Et ça me fait penser que nous nous sommes déjà rencontrés, Anne-Sophie, il y a quelques années. Et je vais vous repasser un petit extrait d'une interview que vous m'avez donnée alors que vous étiez coach littéraire. Et vous allez voir que la précision du vocabulaire, Anne-Sophie, est une de vos obsessions. Voilà, je vous laisse regarder toutes les lignes. Je travaille beaucoup contre les lieux communs, évidemment. Ça, c'est une chose importante. Ça va être des annotations beaucoup autour de la recherche du mot juste. Donc des endroits où moi, j'ai l'impression que là, le terme employé pourrait être plus aigu, plus fort, etc. Voilà. En fait, toutes mes annotations, je les mets au crayon gris et ce sont toujours des interrogations. Voilà, choisir le mot juste, traquer les lieux communs. Ça a toujours été votre obsession par rapport à la littérature ? C'est mon plaisir, déjà. Non, mais c'est vrai que c'est comme une note de musique, quand même. Alors, on l'entend intérieurement, parfois d'ailleurs même réellement, et on cherche, effectivement. Et c'est vrai que c'est un peu... ça fait partie du métier, d'essayer de le trouver, ce fameux mot juste. Et des fois, on ne le trouve pas, hein.
Des fois, Ça vous a frappé, Anne? Mais Vous avez parlé du style. Hein, oui, moi j'aimais vraiment beaucoup le style, très recherché, très précis, très subtil. Ça, je trouvais que c'était vraiment très agréable à lire. Alors Anne, vous m'avez parlé de l'importance du prince charmant hein, et du conte de la Belle au bois dormant, parce que c'est vrai que vous y faites directement allusion. Et puis le lecteur l'oublie peut-être un petit peu. Vous ne l'avez pas oublié du tout. Non, moi j'ai pas oublié. Non, ça m'a marqué. Et ce qui m'a marqué, c'est que je ne connaissais pas l'autre version de La Belle au bois dormant dont vous faites allusion dans votre livre. Parce que dans la version que tout le monde connaît, c'est le prince charmant qui vient donner un baiser. Mais dans l'autre version, plus ancienne, je pense. Oui. Donc elle se retrouve enceinte, elle accouche. Et là, c'est l'enfant qui la réveille en enlevant l'épine. Ou en mordant dans son doigt. Oui, c'est ça. Oui, en enlevant l'écharpe de lin avec laquelle elle s'est piquée. Oui, oui. Et c'est alors voilà, moi je connaissais depuis longtemps cette version et au fil, c'est vrai qu'au fil des années, j'y repensais de temps en temps et c'est vrai que les nouveau-nés ont une telle intensité de présence et nous appellent tellement, me semble-t-il, qu'effectivement, ça m'a semblé extrêmement juste, finalement, que ça se passe comme ça. Que ça se passe comme ça, parce que c'est vraiment, effectivement, un autre qui a besoin, qui a besoin de nous, mais quand même aussi un autre qui, lui, est à fond quoi, dans sa présence au monde. Et ça, je pense que voilà, ça interpelle sa propre... beaucoup d'ailleurs dans ce livre, ce nouveau-né. Parce qu'on ne l'entend pas. Bien sûr. Elle ne l'entend pas. Elle est trop exactement. par son propre réveil. Oui. Et c'est vrai que ça m'a régulièrement frappée aussi de voir comment les nouveau-nés avaient cette intuition justement de notre présence ou non, au-delà du fait qu'on pouvait les nourrir, faire les gestes, je dirais, de survie. Exactement, l'hygiène, exactement. Mais qu'en fait, quand ils voulaient l'attention ou qu'ils voulaient quelque chose, vraiment, avec le non-verbal, il nous disait, mais ouais, non, là, t'es pas présent. Voilà, t'es pas présent. Ouais. On est au cœur de votre travail, là. Comment ? On est au cœur de votre travail. Oui, exactement. Oui, ça, c'est clair. Vous pouvez peut-être l'expliquer à Anne-Sophie, parce que... Mais donc, je travaille essentiellement avec les femmes enceintes, et donc c'est sûr que suivre les couples pendant la préparation, pendant toute la grossesse, parfois au moment de la naissance et après la naissance, pose toutes ces questions-là aussi, ou en tout cas, la présence au monde, comment on accueille l'enfant, qu'est-ce qui se passe après, et tout le bouleversement qu'il y a pour le couple d'accueillir un enfant dans sa vie. Il y a ce réveil par l'intérieur, hein, et puis il y a quand même une présence extérieure dont on n'a pas encore parlé. C'est ce professeur de chant qui arrive à un moment et qui va apparaître, non pas comme le prince charmant, comme le veut, on va dire, la tradition populaire, qui est sur son cheval blanc, qui est beau et qui emmène la princesse, même avant même de lui donner le baiser. Ici, c'est plus quelqu'un qui va réveiller, qui va être une sorte de sparring partner presque. Oui. Alors c'est vraiment, effectivement, comme vous le disiez, Anne, c'est vraiment l'enfant, pour moi, qui est le... déclencher, le réveil matin. Exactement, voilà. Et le réveil matin qui va intervenir à intervalles. C'est pour ça que je dis. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais envie de parler de ces gens qui peuvent être des gens du même sexe ou de l'autre sexe, qui, finalement, par leur manière d'être, sont très inspirants et vous dessinent des voies possibles pour vous-même. Donc là, c'est vraiment ça qui se passe. Ouais. C'était quoi l'ambition du livre avant tout ? C'est d'emmener les gens vers la découverte d'un personnage qui incarne le changement, ou au contraire de tendre à chacun un miroir pour qu'il réfléchisse à sa propre vie ? Je pense que moi, j'étais assez portée quand même par quelque chose qui allait vers la lumière dans ce texte, si le terme n'est pas trop mystique. Se dire qu'on pouvait gagner en liberté, ouais, j'étais assez... se dire comment on peut gagner en liberté. Donc c'est vrai que la question, elle était quand même déjà... comment on gagne un petit peu plus en liberté, on peut, au cours de notre vie. Donc c'était quand même ça, plutôt que de dire, regardez, pauvres gens, quelle est votre vie. Ouais.
Bon, mais merci Anne-Sophie Monglon. Je rappelle le titre de ce livre, Une fille au bois dormant. C'est paru au Mercure de France, premier roman donc de cette grosse rentrée littéraire. Hein. Vous allez encore, je pense, vous parler de nativité, d'enfants, sous un angle un peu différent, mais je pense que vous avez encore des choses à vous dire, et notamment vous, parce que c'est quelque chose que vous connaissez très très bien de l'intérieur. Moi, je m'en vais rejoindre Michel pour notre petit conseil numérique du moment.